Mesdames et messieurs, chers spectateurs, chères spectatrices, chers jurés et enfin chers finalistes, bienvenue à la finale du prix Jules Favre 2024. Nous sommes Mia et Charlotte, coprésidentes de l'association Rugissons, l'association d'éloquence de Sciences Po Lyon. Et ce soir, nous sommes réunis au sein de l'école normale supérieure pour élire le ou la meilleure oratrice de Sciences Po Lyon pour l'année 2024. Après des sélections rudes, il y a environ une semaine, ils ne sont plus que 8. 8 finalistes qui vont concourir, 8 finalistes qui vont tenter de vous convaincre pour les plus forts, de persuader, mais surtout qui vont tenter de toucher avec leurs mots, avec leurs idées et avec chacun leur style. Ce soir, c'est la personnalité de chacun qui va se révéler derrière le pupitre et derrière la figure de l'orateur ou l'oratrice. Car l'éloquence, figurez-vous, ce n'est pas juste parler derrière un micro. L'éloquence, il n'y a pas que les blagues, les rimes ou les jeux de mots. L'éloquence, il y a aussi le fond, ce que l'orateur ou l'oratrice aura réussi à vous, dans vos fauteuils, à vous transmettre. Et l'éloquence à Sciences Po Lyon, c'est aussi une éloquence qui se veut être proche d'un maximum de personnes. Et oui, cette année se conclut et Rugissons a fait beaucoup de projets. Rugissons s'est notamment rendu auprès de jeunes avec la mairie de Caluire et Cuire qui réalisaient leur service civique pour les former à l'éloquence, pour débuter ce cheminement qui est celui de l'art oratoire, mais aussi dans des collèges pour les préparer à leur tout premier concours d'éloquence. On a également participé à faire des interventions dans l'association Article 1, la lutte contre les discriminations, contre les inégalités. Ça a été un plaisir de mener tous ces projets d'intervention, d'animation, de formation tout au long de l'année. Rugissons, c'est de l'éloquence, certes, mais c'est aussi des séances au bar, des séances plus formelles, à l'amphithéâtre, à Sciences Po, des séances spéciales droits des femmes, quand le jour le veut. Rugissons, c'est de l'éloquence, mais c'est de l'éloquence plaisir. Mais attention, prise de plaisir ne doit pas être confondue avec manque de niveau. Car cette année, l'équipe de Rugissons a formé la délégation lyonnaise et 2 orateurs et 2 jouteurs ont remporté la 3e place au concours Inter-Sciences Po Mirabeau. Rugissons, c'est donc des talents, mais des talents en tout genre et en tout âge. Et ce soir, vous allez aussi bien voir des 4e années que des 2e années ou même des 1res années, car rappelons, chez Rugissons, l'éloquence n'est surtout pas une affaire d'âge. Ils sont donc 8 orateurs et oratrices qui ce soir sont prêts à rugir, à défendre fièrement leur sujet. Et puisque, comme on l'a dit, vous l'avez compris, l'éloquence chez Rugissons se veut accessible au plus grand nombre. Eh bien, quand nous est venu le choix du thème pour la soirée, quoi de mieux que les chansons françaises ? Bon, pas très original, mais quoi de mieux ? En effet, actuel ou passé, tout le monde est toujours d'accord pour une chanson française. Donc, nos 8 orateurs se sont chacun vu attribuer une citation extraite d'une chanson française. Des phrases engagées, d'autres romantiques et certaines même poétiques qu'ils vont ainsi devoir à travers l'objet du discours incarné. Notez qu'aucune position positive ou négative ne leur a été imposée. Pour vous toucher, mais aussi pour se démarquer, leur sont accordés entre 4 minutes 15 et 4 minutes 45. Lorsque ce temps sera écoulé, un bruit retentira pour leur signaler qu'il serait peut-être temps de conclure. Vous entendrez, dans un premier temps, les 4 premiers orateurs et, suite à l'entracte, les 4 derniers. Pendant la délibération, nous aurons le plaisir d'accueillir La Meute, l'association de danse de Sciences Po Lyon, qui viendra nous faire une représentation. Et à la fin de la soirée, seront annoncés par nos chers jurés les 3 vainqueurs. Donc 3 personnes seront couronnées. Néanmoins, vous l'avez compris, chez Rugissons, c'est de l'éloquence plaisir, mais il faut bien élire le ou la meilleure oratrice, les ou les meilleurs orateurs. Et c'est pour cela que nous avons réuni 5 jurés que vous pouvez applaudir. Nous les remercions d'être présents avec nous ce soir.
Donc une brève présentation. Dans un premier temps, nous recevons, merci, Pierre Faury. Donc Pierre Faury, vous êtes actuellement étudiant à HEC Paris, enfin, si j'en crois LinkedIn. Vous avez décroché en 2023 la première place au concours national de l'atelier de la langue française. Et vous êtes par ailleurs en train de fonder votre propre concours avec un associé, si j'ai pu le comprendre, ouvert à tous les âges, pour le coup, le prix Cyrano, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, Pierre Faury. Ensuite, on s'éloigne du commerce, on va du côté de la justice et on reçoit ce soir, avec énormément de plaisir, Maître Ovas. Donc, Maître Ovas, vous êtes une brillante avocate au barreau de Lyon. Vous avez notamment été impliquée dans la célèbre affaire du cardinal Barbarin. Et par votre métier, notamment en droit pénal et en droit de la famille, vous êtes inévitablement confronté à la prise de parole, à l'art de convaincre, d'exprimer votre position, à la défense ou bien même à l'accusation. Et c'est donc pour ça que les paroles chargées d'émotion, on pense que ce soir, vous devez les connaître. Un tonnerre d'applaudissements pour... Ensuite, nous accueillons Hugo Roussel-Nérini, ici présent. Vous êtes président de la Fédération francophone de débat et d'éloquence. Vous êtes également doctorant en histoire à l'université de Panthéon-Assas. Vous avez eu l'occasion de former très grand nombre de profils à l'éloquence, mais vous êtes également co-auteur d'un ouvrage d'art et d'histoire, Nous, la commune. Merci d'être avec nous. Nous accueillons également Madame Nadège Durowski. Vous êtes journaliste, autrice, réalisatrice. Vous avez toutes les cordes à votre arc. Vous aimez donner du relief à votre quotidien et avez une longue carrière donc, de freelance derrière vous. Avez tourné pour de nombreux médias, que ce soit Lyon, Capital ou TV Rhône. Vous êtes également passionné d'art visuel et vous avez publié de nombreux ouvrages, dont certains de photographie en tant qu'auteur, directrice artistique, tels que Un désert au cours du monde. Pour vous, l'écriture et les mots, je cite, sont votre dada. Merci d'être avec nous ce soir. Et enfin, notre dernière membre du jury, c'est Madame Raffier. Lise Raffier, vous, alors si j'en crois pareil votre LinkedIn, vous êtes tombée dans la marmite du journalisme à 16 ans. Vous êtes une journaliste de ce qu'on appelle multicarte. Donc depuis votre plus jeune âge, après une école de journalisme, vous êtes lancée en télévision, puis en radio. Vous êtes passée par France Télévisions, Arte, vous avez fait toutes les régions de France. Et presque. Pardon. Et l'éloquence, donc ça vous connaît parce que vous avez également été coach en média training. Donc pour vous, la prise de parole et l'écriture n'a plus de secret. Et on espère que ce soir, les orateurs sauront répondre à vos attentes. Merci à nos jurés d'être présents ce soir. Avant de laisser place à nos 8 candidats, notre directrice est présente ce soir avec nous. Madame Surel peut donc monter sur scène et nous adresser quelques mots. Nous la remercions chaleureusement d'être là ce soir avec nous. Bonsoir à tous et toutes. Donc je suis là avec plaisir. Je suis ravie de pouvoir passer la soirée avec vous. Alors, ce que j'aimerais simplement dire, c'est rappeler l'importance de Rugisson, ex-Sciences Po orateur, dans la vie de l'établissement. D'ailleurs, très récemment, lors de la remise de la cérémonie de remise des diplômes samedi après-midi, il y a eu des interventions d'élèves de Rugisson. Il y en avait eu aussi à la Public Factory à l'automne lors de la cérémonie pour le prix de la jeune recherche. Donc non seulement vous participez à la vie associative, mais aussi à la vie de l'établissement. Donc je pense que c'est vraiment important. Après, je suis stressée pour les étudiants et les étudiantes. Heureusement, moi, je ne suis pas évaluée par le jury, donc tout va bien. Mais j'espère que tout se passera bien et j'aimerais remercier tous les membres du jury de leur présence.
j'espère aussi de leur bienveillance à l'égard de nos élèves, et dire aussi que, vous l'avez rappelé, mais je tiens quand même à le dire puisque j'ai été présente à Rennes pour le concours Mirabeau, qui Rugisson a fait un très beau parcours dans le cadre de ce concours, et qu'évidemment Sciences Po Lyon était fiers de ses étudiants et de ses étudiantes. Voilà, donc je suis ravie, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, avant d'accueillir nos premiers orateurs, nous allons laisser la parole à Axel et Oméga, co-secrétaires de l'association Rugisson. Et oui, coucou, c'est nous, Axel et Oméga. Quoi ? Alors nous, on est la caution 4A du bureau Rugisson, sinon ça se serait vu que Charlotte a ramené que ses amis pour faire partie du bureau. Voilà, vous vous demandez peut-être déjà ce qu'on fait là, parce que c'est vrai que Oméga, ici présente, a participé aux sélections et a lamentablement échoué. Et moi-même, je n'ai même pas osé tenter ma chance, de peur de me faire recaler. Mais on n'en a rien à faire parce qu'on est là ce soir, vu qu'on a vraiment œuvré à faire ce beau événement ce soir. On s'en fiche, on vole la vedette à tout le monde et on est sous la lumière des projecteurs. Il faut quand même dire qu'à nous deux réunis, on en est bien à 5 concours tentés et 0% de réussite. 10 concours. Comment ça, 10 ? Avec les prix Mirabeau, les prix Jules Favre et le prix de la région, ça fait 10. Ah, et du coup, au niveau des réussites, ça monte ou... Toujours pas. Ah, bon, 0. Bon, autant vous dire qu'on a fini par comprendre qu'on n'était peut-être pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. Mais cette année, on a quand même pris nos responsabilités en main et on est allé former des jeunes, donc des collégiens, des lycéens et même des services civiques. Bah oui, parce que qui de plus compétent que 2 personnes qui n'ont jamais remporté le moindre concours pour apprendre à d'autres personnes à écrire des discours. Et puis on a aussi formé la plupart des orateurs et oratrices que vous allez voir ce soir. Donc voilà, on a hâte de voir ce que ça donne. Voilà. D'ailleurs, si les meilleurs sont précisément celles et ceux qu'on n'a pas formés, on saura qu'il est temps de prendre notre retraite. Alors il y a un gros enjeu ce soir pour nous, mais place à la première oratrice, Sana. Oui, Sana, qui va nous aider à donner son interprétation de Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux d'Angèle. Bon, alors pas compliqué d'être heureux, mais bon, quand il y a la Public Factory, les oraux, les rendus qui s'enchaînent, c'est un peu compliqué. Écoutons Sana, peut-être que ça va nous aider. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, ou plutôt devrais-je vous appeler chers soldats, car oui, vous aussi, et moi-même, sommes, depuis nos naissances, de véritables combattants, de preux guerriers du quotidien. Nos affrontements belliqueux nous opposent à un ennemi imposant, titanesque, colossal. Il s'agit de nous-mêmes. Et oui, mesdames et messieurs, le décret est sans appel, vous êtes votre pire et votre meilleur antagoniste. Notre fort intérieur régit inexorablement l'ensemble de nos décisions. Alors que le ciel de notre âme serait tourmenté par de sombres nuages, nul parapluie ne saurait nous protéger de cet orage. Mauvais présage, mirage ou triste image, serions-nous dès lors nos propres otages ? Quel dommage ! Certains soirs de mélancolie, de douloureux souvenirs émergent et parviennent à percer le bouclier dont j'avais pourtant peiné à me doter. Ces soirs-là, je perçois au loin l'écho, le sifflement incessant des insultes perçantes de mes camarades collégiens. Certains soirs, je me rappelle encore le malin plaisir qu'ils prenaient à me huer, à m'humilier sans pitié et en totale impunité. Certains soirs, je me rappelle des chaudes larmes, perles nacrées que j'ai versées démunies face à la passivité des enseignants dont l'autorité était pourtant censée me protéger. Les mots de mes harceleurs étaient à l'origine de mes maux, alors que mes professeurs me rétorquaient « Ne les écoute pas, ils finiront par s'arrêter. Pourquoi ne te défends-tu pas ? Tu sais, s'ils sont vulgaires, c'est seulement pour plaisanter. » Dans les vestiaires, un crachat dans le dos, c'est la goutte de trop. Estime de soi réduite à néant, c'est paradoxalement que la victime impuissante
a dû se résoudre à prendre congé. Dur de dire que le spleen n'est plus à la mode, quand en 2022, un adolescent français sur 2 est concerné par des troubles de l'anxiété et qu'un jeune sur 5 présente des troubles de la dépression. Comment ne pas être pris d'affliction lorsque Lindsay, Nicolas, Ambre, Marion, Lucas et tant d'autres encore ont décidé de sauter la vie parce que d'autres la leur rendaient insoutenable, invivable. Les cœurs des enfants de la patrie saignent, souffrent et se déchirent en attendant inlassablement de voir leur jour de gloire arriver. Mais dans cette pénombre profonde, un espoir d'éclaircie doit pourtant subsister. Rappelez-vous, dans la fameuse comptine, alors que l'araignée gypsy monte à la gouttière et qu'elle tombe par terre, la pluie finit toujours par laisser place à la lumière. Dès lors, Gypsy serait-elle la plus fervente contradictrice du spleen de Baudelaire ? Par ailleurs, ce dernier disait « Les rêves soulagent un moment la bête dévorante qui s'agite en nous. » Pour voir nos souffrances allégées, autorisons-nous parfois à rêver, tout en étant éveillés. Utopiste, irréaliste, insensé, déraisonnable, me direz-vous. Optimiste et pragmatique, vous répondrai-je. Suivez-moi. Enfilez votre paire de gants en caoutchouc et préparez-vous à déraciner définitivement les fleurs du mal baudelairiennes qui ont pris racine en vous. L'arrachage sera très certainement épineux, mais nécessaire. Armez-vous ensuite d'une solide pelle et remplacez l'ancienne boue par un terreau nouveau, le terreau de l'espoir. Sa richesse et sa fertilité vous permettront assurément de faire succéder aux fleurs du désespoir des fleurs du bonheur. Dès lors, cher bataillon, permettez-moi de vous énoncer les directives suivantes. Mon décret est formel, je vous annonce que vous êtes nés pour une guerre sempiternelle, un combat perpétuel face auquel vous vous devrez d'être entièrement opérationnel. Pour oser espérer pouvoir se délecter du bonheur tant convoité, votre victoire se devra d'être belle. Mais en réalité, je ne suis nullement à l'initiative de cette nouvelle solennelle. Ce mardi soir, derrière ma plume, j'abandonne ma peine habituelle et me fais sentinelle du message d'Angèle. Merci pour ce discours. Vous avez évoqué le harcèlement scolaire. Est-ce que, selon vous, il y aurait des solutions pour lutter contre le harcèlement scolaire dans les chansons d'Angèle ou ailleurs ? Alors pour ma part, je considère que ce qui m'a vraiment sauvée et ce qui m'a permis de m'en sortir, ça a été de faire un premier pas, c'est-à-dire d'en parler. Et à partir du moment où j'ai pu en parler à des proches, à des parents, j'ai eu la possibilité et la chance de pouvoir changer d'établissement. Et pour moi, ça a été vraiment l'élément déclencheur qui m'a permis de m'en sortir. Alors après, vous parlez également du caractère salvateur de la musique. Pour ma part, j'imagine que oui, pour certaines personnes, ça peut constituer un moyen d'émancipation, malgré le fait que ça n'a pas été vraiment le cas à titre personnel. Merci. Merci beaucoup Sana, qui a eu le courage d'ouvrir le bal. Ouvrir le bal avec force, puisqu'avec elle, on a traversé... J'ai été soldat, j'ai été jardinier, j'ai été prof pendant un temps. Que de métiers en si peu de temps. Bref, une semaine normale chez France Travail. Et oui, on est encore là puisque c'est nous qui nous occupons de meubler les transitions. Et pour ça, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu toute une batterie d'anecdotes rigolotes afin de faire rigoler. Oui. Donc, juste des anecdotes rigolotes. Donc, c'est sur ça que tu as basé la soirée. Ah ben, c'est ma plus-value. Par exemple, je ne sais pas pour vous, mais moi, maintenant, quand je pense à Papa Outé, je pense à cette scène dans le film Les Profs 2, très grand film de la comédie française, bien entendu, où il y a la prof de français qui fait son cours d'anglais en fait, à des étudiants, et elle fait ça comme si c'était un poème classique, et franchement, que du bonheur.
Bon, ok, ça s'annonçait rincé, ça l'a été. Non mais vas-y, anime, hein, réagis à Papa Outé, toi. Oui, bon, ok, j'ai rien pour l'instant, mais s'il te plaît, fais un effort pour le prochain. Silence. Plus un bruit. Sinon, il va savoir que je le cherche. Il prendra peur et s'enfuira. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit souvent par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin. Seulement, il part très souvent travailler. Faut croire que rester avec sa femme et ses enfants n'est pas très bien rémunéré. Travailler, c'est bien. Bien mieux qu'être mal accompagné. En tout cas, c'est ce que papa nous dira avant de partir. Le génie de géniteur qui généra la genèse de mes gènes les plus gênants a jugé et jaugé jovial comme jeu de faire gémir ma génitrice et de partir, juste après ma jeunesse. Génial. C'est ma mère qui le porte, mais voilà qu'il met les voiles. Rassurez-vous, papa travaille dur. Regardez, je ne manque de rien. J'aimerais lui dire qu'un bon père, ce n'est pas celui qui gagne bien sa vie, ni même qui donne la vie, mais plutôt qui lui donne un sens, en commençant peut-être par être un bon mari. C'est elle qui l'a choisi, mais c'est aussi elle qui l'a choisi. À la mairie, en tout cas, ce n'était pas au travail qu'il a dit oui. Mais il a fallu qu'elle prenne ton nom pour te rendre compte qu'elle est de mauvaise compagnie. À défaut de trouver le travail comme alibi, comme motif pour ne pas accompagner sa famille, il est irréfragable de comprendre que l'accompagnement de celle-ci est de loin le travail le plus complexe. Pour exercer le travail de mon père, il fallait être aussi solide qu'une montagne. Mais c'est avec ces rivières de larmes silencieuses à batailler contre vents et marées que j'ai fini par comprendre que le travail d'une mer est plus profond qu'un océan. Car le travail peut certes désigner une activité professionnelle, mais pas seulement. Une femme au foyer travaille d'ailleurs plus que son conjoint. Le travail désigne toute activité capable de transformer un matériau. Elle avait un enfant, désormais elle a un homme. Vous l'aurez compris, non? Travailler, ce n'est pas bien. Ce qu'il faut, c'est bien travailler. Simone Veil plaçait le praxis au-dessus du poésis, l'acte au-dessus de la production. Ce qu'il faut prendre pour fin, ce n'est pas la valeur de la chose produite, mais la dignité de l'activité. Le travail n'est pas soumission à la nécessité, mais pensée de celle-ci. La liberté est ainsi le franchissement de la nécessité subi à la nécessité surmontée. Le besoin n'étant plus extérieur à l'activité, qui la maîtrise en le façonnant, ne risque plus d'être asservissant pour elle. Une activité sans nécessité est définitivement vide. Mais une nécessité non pénétrée d'activité est oppressive. En d'autres termes, si nous faisons quelque chose sans raison, nous ne faisons rien du tout. Et si cette même chose devait être réalisée, mais qu'on ne saurait la faire de manière adéquate, cela devient une contrainte pour nous, car elle nous prive de notre liberté, mais surtout pour tous ceux qui nous entourent, car on leur fait croire qu'ils ne sont pas en prison. Car oui, papa, depuis que tu n'es plus là, j'ai l'impression d'être enfermé. Depuis ton départ, quelqu'un est entré à la maison sans toquer. Il a commencé par draguer maman dans notre dos, puis il a voulu nous amadouer pour qu'on le laisse s'installer dans ta chambre, et je crois qu'il a réussi. Il est resté une nuit, puis deux, et maintenant il ne veut plus partir, c'est chez lui. Son odeur a remplacé la tienne. On n'entend plus que sa voix et personne ne lui tient tête. Mes frères ont peur, car il frappe plus fort que toi. Son nom c'est... Ah oui, je ne voulais pas présenter. Solitude. À cause de lui, je ne vais même plus en cours, mais sincèrement, je ne lui en veux pas. Car à défaut de me tenir mauvaise compagnie, il me fait travailler, mais sur moi-même. Tu sais, papa, la solitude, c'est voir la lumière qui nous éclaire, perdre en intensité, mais se rendre compte que quelque chose brille en nous.
Et sans doute tu ne le vois pas, ou du moins tu n'y crois pas, qu'importe, tu n'es plus là. Mais voilà, regarde, il ne le voulait pas. Il pensait que je brille, mais en réalité je brûle. Et si celle-ci finira par m'éclairer, qu'elle soit de bonne ou de mauvaise compagnie, de toute manière elle m'accompagne à vie. Et finalement, d'après maman en tout cas, je crois qu'on n'est pas si différents. Le futur existe que parce qu'on y croit. Et je parlerai de toi comme si c'était moi. Mais demain, je parlerai de nous comme si c'était d'eux. Merci pour ce discours. Alors, je voudrais revenir sur la définition que vous avez donnée. Vous êtes appuyé sur Simone Weil pour parler du travail, en définissant, en nous expliquant que la praxis était au-dessus de la production. Est-ce que tout travail confère nécessairement une dignité à l'homme, ou est-ce qu'il y a des travaux qui sont peut-être plus pénibles que d'autres? Alors, tout d'abord, merci pour votre question. J'aimerais revenir sur le travail qui, selon moi, reste le plus pénible et que, selon moi, aucun homme ici n'aimerait réaliser, c'est celui de la tâche d'esclave. Et donc, pour rebondir à ce qu'on énonçait précédemment sur Simone Weil, j'aimerais faire le parallèle avec Hegel qui énonçait justement la dialectique du maître et de l'esclave. Et pour rebondir ainsi, justement, le travail, selon moi, n'est pas seulement l'aboutissement d'une tâche, bien qu'elle soit complexe, mais l'épanouissement individuel, la libération, que dis-je, l'affranchissement de cette dernière, pour permettre de nous libérer et d'oppresser l'oppresseur. Voilà. Merci beaucoup Ismaël pour son discours. Alors Axel, est-ce que tu as trouvé comment animer la soirée? Oui, en fait, la suivante, c'est Laurine. Alors, je vais juste présenter Laurine, en fait. Laurine, que dire qui n'a pas déjà été dit. Elle vient du même village paumé que moi, Saint-Pierre-la-Palud. Il y a des gens qui connaissent Saint-Pierre-la-Palud dans la salle? C'est pas vrai. Et c'est plus connu que... Oui, bon, Axel, c'est Jules Favre, c'est pas question pour un champion là. Oui, non, mais en fait, j'amène ça parce que j'ai une vraie plus-value à apporter, puisqu'il y a une blague très locale qui ne fonctionne que dans ce village, et je vais vous la raconter. Quel est le seul saint qui n'a jamais lu la Bible? Ben non, Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre l'a pas lu. Oh là là! Vous avez compris? Ok. Ça met un peu de temps à arriver au cerveau, souvent, parce que c'est subtil, c'est délicat, c'est local, c'est le France qu'on aime, c'est le France du terroir. Bon, Axel, est-ce que tu peux être plus focalisé sur Jules Favre, je sais pas, par des discours de Laurine par exemple? Oui, alors Laurine, mais que dire d'elle? Laurine, c'est une personne qui dit toujours qu'elle a écrit le pire discours, mais elle gagne tout le temps. C'est une personne qui dit qu'elle n'est pas drôle, mais elle fait tout le temps rigoler les gens. Bref, c'est quelqu'un qui a très peu d'amour propre, et en tout cas qui trahit le sien, alors que nous, on lui offre notre amour le plus sincère. Donc maintenant, on va écouter Laurine sur Il n'y a pas d'amour censure, il n'y a que de l'amour sincère. Hello, c'est encore moi. Regarde ce que j'ai trouvé. Ton vieux journal intime. Tu m'en voudras pas, hein, je l'ai feuilleté. Ouais, c'est un peu gênant, je sais. Bon, après, je t'avoue que la fixette sur Tyler Lautner, tout le monde y est passé, hein, je te rassure. Bon, de toute façon, c'est pas de ça dont je voulais te parler. Vendredi 20 février 2014. La page du carnet est scellée. T'as mis de la colle, petite maline. C'est marqué en gros « Secret défense ». Alors tu penses bien, j'ai ouvert. Je crois que les filles m'attirent. J'ai peur de découvrir que je suis bi ou homo. Bon déjà, bravo Sherlock. Effectivement, quand on tape « femme qui s'embrasse » à répétition dans Google et qu'on efface l'historique, il y avait un indice. Bref, moi ce qui m'intéresse, c'est pas ça en fait. C'est la phrase d'après. « J'aurais alors très honte ». Tu te souviens d'avoir écrit ça? Alors, après ça, t'as essayé d'en parler, un peu.
du bout des lèvres. On t'a dit « tu dégoûtes », on t'a dit « tu délires », on t'a dit « Alors, quelques pages plus loin, la promesse est faite. Ce désir-là sera enfoui pour toujours. L'humiliation t'a bâillonné. Après tout, tu sais aimer les garçons, ou être aimé d'eux, ou faire semblant. Les pages suivantes relatent les premières histoires chaotiques. Colère, violence, insultes. Ça fait mal, mais c'est normal. Ça, on le voit dans les films. Alors, tu te prends pour une actrice, tu joues une tragédie. Même quand ton corps refuse, tu le plies. Le reste, censuré. Mais pas pour toujours. Allez, je te spoil un peu la fin. 5 années plus tard, 2 gars de ta prépa font un sondage. Quelle est votre sexualité? Ça fuse. Gay, lesbienne, pan, bi. Oh, on est en prépa littéraire. Hein. Alors, pour la première fois, tu sens que tu peux le dire et ça franchit tes lèvres. C'est dit. La promesse est trahie. C'est là que tout s'est accéléré. Quelque temps plus tard, tu aimes une femme pour la première fois. Et ce qui te foudroie, c'est à quel point c'est naturel, tranquille, évident. Tu glisses dans cette histoire, ça se termine doucement, mais à partir de là, c'est fait. Il n'y a plus d'amour censure. 20 février 2024, 10 ans après, pas très loin d'ici d'ailleurs, tu enlaces Mathilde en pleine rue. Alors oui, c'est un privilège loin d'être acquis. Quand Oshi chante « Il n'y a pas d'amour censure, il n'y a que de l'amour sincère » et embrasse une femme à la télévision, une vague de haine, d'insultes lui répond. Oui, il en reste pour dire que c'est sale, que c'est une phase, que c'est contre nature. Hein. Ailleurs, des sœurs sont emprisonnées, lapidées, tuées pour s'être aimées. Oui, le futur est trouble, je ne sais pas si demain il y aura de la place pour nous. Mais une chose est sûre, je vois en toi comme si t'étais moi. Ce que tu ressens te crame les veines de vérité. Et cette sincérité est un formidable pouvoir. Un pouvoir qui te fait marcher fièrement aux côtés de ces autres femmes qui aiment les femmes, ces guerrières, ces sorcières qu'on n'a pas brûlées. Héritière de Virginie Despentes, Monique Wittig, Virginia Woolf, sache que l'amour libre et lesbien, c'est un engagement politique. C'est l'ultime parcours des combattantes. Jeune fille, il n'y a plus de secrets qui tiennent. Ils veulent nous faire ravaler tout notre amour, on va leur cracher à la figure. Glisse-toi dans chaque espace, fais de chaque micro une tribune, écris des textes qui les choquent. En mémoire des bonnes camarades, des anonymes, des travestis, des hystériques, des refoulées, des malheureuses, de toutes celles qu'on a voulu soigner. Dis-leur qu'elle est pour toi comme une flamme noire, une œuvre d'art qui ne ressemble à personne, et que quand tu te serres contre elle, quand elle froisse tes lèvres, quand elle sourit seulement, tu existes un peu mieux. Dis-leur. Et le 20 février 2084, au crépuscule de ta vie, tu regarderas en arrière. Tu reliras tes carnets et toutes tes histoires, imparfaites, banales, merveilleuses. Ce jour-là, tu te remercieras de n'avoir laissé ni le silence, ni la honte, ni la haine te ravir l'amour sincère. Bonsoir. Pas grave, je vais parler un peu fort. Est-ce qu'il faut vraiment lire le journal intime de quelqu'un pour savoir vraiment comment il vit l'amour? Moi, j'aurais tendance à dire que l'amour, c'est quelque chose qui se lit dans les yeux de quelqu'un, plus que dans ses écrits. Mais j'ai toujours été de celles qui aiment écrire et garder trace de ces longues histoires d'amour. Alors je pense que dans mon cas, il y aurait eu besoin de lire pour comprendre toute l'intensité de ce qui a pu être vécu et de ce qui restera à vivre. Merci pour la réponse. Merci. Bravo, bravo, bravo. Est-ce que pour ceux qui connaissent Oshi, vous savez comment on reconnaît une vraie fan de Oshi?
Elle connaît plus les petits moments des phrases racistes et homophobes à la fin de la chanson Amour censure que tout le reste des paroles. On peut citer à tout moment les grands. En fait, c'est contre nature. En fait, ce n'est pas dans l'amour tel que dicté par l'homme, par Dieu, entre un homme et une femme. Non, mais il y a trop de gars à la télé, etc. Plutôt que le refrain. Mais c'est pour ça qu'on les aime, parce que comme ça, on peut plus crier encore plus fort et on peut leur faire des gros doigts d'honneur. Alors, à présent, c'est à tour de Samuel. Mais Samuel, c'est notre marxiste préféré, je le reconnais. Et oui, parce que s'il ne cite pas Marx dans ses discours, il meurt. Alors, nous avons tous très hâte de voir comment il va l'amener ce soir. Oui, et comment est-ce qu'il va lier Pomme à Marx? Je sais pas de quoi elle parle, Pomme. Oh, bah, dépression, angoisse, anxiété, solitude. Bon, ok, c'est vrai que c'est pas vraiment le cœur du discours de Marx, mais je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas lier lutte des classes au droit de rêver? En tout cas, on va le découvrir dès maintenant. C'est le dernier discours avant l'entracte, alors j'espère que vous aurez toujours la pêche et la banane pour écouter Samuel qui passe sur une citation de Pomme. Ah oui, donc... Attends, je suis pas sûr d'avoir bien compris là. Tu penses vraiment, tu es sincèrement convaincu, intimement persuadé que l'on met de la crème fraîche dans la recette traditionnelle des pâtes à la carbonara? Mais, mon ami, c'est un sacrilège. La vraie recette des pâtes carbonara, celle qui fait l'orgueil de l'Italie, se compose de guanciale doré à la perfection, d'œufs frais, de pecorino romano râpé, de poivre noir fraîchement moulu, et surtout, écoutons bien, pas la moindre trace de crème fraîche. Franchement, entendre de telles choses me crève le cœur. Mais tu sais quoi? Je ne t'en veux pas, cher ami. Ce n'est pas de ta faute, et tu n'es pas le seul à penser une telle infamie. S'il y a quelqu'un ou quelque chose qui doit être tenu pour responsable d'une telle confusion dans l'esprit des gens, c'est, eh bien, évidemment, le capitalisme. Oui, le capitalisme et sa quête incessante du profit qui nous éloigne du savoir-faire authentique, qui dilue notre culture culinaire dans la crème de la production de masse. Alors, mon mot ce soir sera simple. Camarades, pour les pâtes à la carbonara, l'heure de la révolution a sonné. Sachez que cette scène a véritablement eu lieu l'an passé. À cette époque, il faut dire que j'étais un spécialiste dans l'art de ramener n'importe quel sujet de conversation à une remise en question profonde et systémique du capitalisme. Bourgeoisie, prolétariat, exploitation, révolution, marxisme, ces mots étaient mon arsenal, des outils que je maniais avec dextérité pour défendre mes idées. Aussi, j'entretenais mes convictions avec ferveur. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, mon esprit était inondé de nouvelles, de statistiques, de commentaires et de débats. Je vivais pour ça. Rien ne comptait plus. L'époque, le système, la décadence, je savais tout. Engagé dans le monde jusqu'au bout des ongles. Oh, cette hyperconnexion n'était pas sans rappeler l'insomnie. Pas celle qui pèse simplement sur les yeux, mais celle qui agit aussi sur l'esprit, une insomnie de l'âme, où le rêve déviant est constamment interrompu par le bruit incessant du monde. Là où jadis, enfant, mon esprit vagabondait libre, explorant des univers lointains et imaginaires, je me trouvais maintenant ancré, constamment éveillé, enchaîné aux réalités du jour, à chaque instant répété, à chaque alerte qui vibrait dans ma poche. Et je n'étais pas le seul. Tout le monde autour de moi semblait partager ce même sort. La situation est connue, omniprésente et évidente. Vous devez vous passionner pour la grande marche du monde. Vous devez être au courant. Vous devez être éveillé, sous peine de n'être rien. Mesdames et messieurs, chers jurys, je pense que l'être humain n'est pas fait pour être plus au courant du monde que de lui. Car, et c'est bien là toute la tragédie de l'histoire, ce grand racontage, ce bruit ambiant, aussi passionnant soit-il, n'a jamais rendu personne heureux.
les moments les plus beaux de notre vie, demeureront toujours de toute façon ceux où nous étions loin de tout et proches de nous, que ce soit dans l'amour, dans l'art, dans ces échappées que le monde ne peut pas nous soustraire. En somme, ces moments où le rêve était là, à portée de main. Admirer, sublimer, puis rêver à nouveau. Ici commence peut-être notre seul et unique chemin, notre échappatoire à la laideur du monde, pendant que les autres débattent, parlent, trop fatigués pour dévier, trop fatigués pour rêver, trop fatigués pour dormir. Merci pour ce discours. Moi, j'ai une question assez simple. Elle a provoqué combien d'insomnie, cette préparation de discours? Justement, je pense que ce qui amène le processus créatif, l'art, l'écriture, et justement ce qu'on fait ce soir, c'est essayer de dévier du monde. Et justement, pour pouvoir écrire, pour pouvoir insuffler dans la matière inerte de l'univers quelque chose qui est à nous, il faut savoir s'extraire du monde, il faut savoir dormir, et il faut savoir rêver. Et pour écrire quelque chose de bien, il faut dormir. Bon, on vous l'avait dit, on n'avait juste pas deviné qu'il allait lier marxisme et pâte carbonara. Donc Samuel est encore plus rouge que les sièges sur lesquels vous êtes assis. Non, alors, non, excuse-moi. En fait, sur les photos, ils étaient rouges. Là, ils sont clairement gris. Mais comme on prévoit un petit peu... Enfin, non, on l'a pas prévu en avant. On réagit en direct à tout ce qu'on voit. Donc, la pause. La pause. Oh, la pause, c'est wouhou, la pause. On vous offre 10 minutes pour prendre l'air et vous aérer l'esprit. Mais surtout, s'il vous plaît, revenez. Ah oui, par pitié, revenez. On essaye d'être un peu plus nombreux qu'un CF d'économie à 8h du matin. Voilà. Et c'est pas gagné. Alors, à tout de suite. Donc après avoir écouté les 4 premiers orateurs et les 4 premières oratrices, après être, j'espère, allé prendre un peu l'air, vous allez maintenant écouter les 4 autres et derniers orateurs et oratrices. Et à la fin, vous serez invités donc encore à prendre l'air. Mais avant ça, n'oubliez pas qu'il va y avoir la meute. S'il vous plaît, on applaudit pour la meute. Parce qu'il faut quand même mentionner que la meute est présente à quasi tous les événements artistiques et ils travaillent énormément. C'est une équipe avec qui c'est un plaisir à chaque fois de collaborer. Donc voilà, merci la meute d'être présent ce soir. Et s'il vous plaît, n'abîmez pas les télés, il y a la caution. Donc voilà, sinon nous, c'est pas bon. Mais donc, je vais me taire. Axel et Oméga, vos animateurs préférés, vont reprendre la parole. Et ensuite, nous écouterons les 4 derniers orateurs et oratrices. Merci. Alors, il est temps de reprendre le spectacle. Excusez-moi. Attends, Oméga. Tout le monde n'est pas rentré là encore. Bah, si Axel, il y a tout le monde là. Non, tu vois bien que les 3 quarts de la salle sont vides. Oui, mais justement, il y a tout le monde là. Tout le monde. Tout le monde. Mais d'ailleurs, afin d'assumer cet échec, j'ai pris la décision, en tant que vice-présidente, de suivre les pas du grand De Gaulle et d'annoncer ma démission, ainsi que celle de toute l'équipe. Excusez-moi. Alors, en fait, on a dit qu'on n'était pas tous d'accord sur cette décision.
Mais Axel, c'est une question d'honneur. Les samouraïs déshonorés se font harakiri. Tu n'es pas un samouraï, Omega, on en a déjà parlé. Au lieu de faire une De Gaulle, fais plutôt une Trump, ou je sais pas moi. C'est-à-dire, tu te prends un échec lamentable, mais tu fais comme si de rien n'était, l'année prochaine, tu recommences et tu fais pareil. Et ça passera. Ouais, bon, écoute, on en reparle plus tard, fais la transition. Une fois, ma sœur a dit... Elle a dit une super phrase que je voulais d'ailleurs proposer en citation, mais elle n'a pas été refusée. Elle a été refusée, justement. Elle m'a sorti « Le comptoir d'un bar, c'est le confessoir des athées ». Oui, alors, c'est beau, mais ça n'a pas été retenu. Alors, Corelsan... Oui. D'ailleurs, à la base, j'avais prévu 30 citations, et sur les 30, 20 étaient d'Orelsan. J'adore Orelsan. Et on va voir si Éloi est tout aussi fan d'Orelsan. Accueillons Éloi sur le sujet le bar. Le monde est un PMU dans lequel tout le monde donne son mauvais point de vue. Plus ou moins ça. Mesdames, Messieurs les membres du jury, cher public, ce soir, j'arrête. J'arrête de donner mon avis sur tout. Et surtout quand j'en ai pas. Ce soir, après l'entracte, le lion s'apprête à dormir. Ou du moins, ces rugissements qui, auparavant, nous ont fait frémir. À la place, il va noyer son chagrin dans le PMU d'à côté. Laissé inerte dans ses paroles censurées, la fée verte est là pour le consoler. Son petit nom est Absinthe et non Clochette pour les non-lyonnais. Dans le bar, Monique, derrière le comptoir, 30 ans de bouteille, justement, les finit. 9h moins le quart passé, c'est l'heure du Ricard. Cette EHPAD, d'un genre nouveau, tue à petit feu dans la quiétude plutôt que de laisser mourir dans la solitude. Oubliant l'or gris qui met le système sous pression, préférant la boire en toute décontraction. La petite télévision des lieux diffuse en boucle des clips de musique que personne n'écoute. Puis résonne dans la cohue, le monde est un PMU où tout le monde donne son mauvais point de vue. Mais de quel PMU parle cette Orelsan, alors qu'au fond du bar, Marie ne se défend, mais parce que Aya Nakamura est... honnêtement, bon, enfin... Quel parlement menteur et ultra-conservateur, selon certains. Palace du mauvais usage, d'après Mamie. Ou pub minimaliste et underground, selon certains bobos de Paris, le PMU semble être une chimère bien loin de notre monde science-piste. C'est vrai, dans l'un, on consomme la liqueur pour oublier notre malheur, alors que dans l'autre, on se prend en photo pour montrer notre apparent bonheur. Attendez, c'est l'heure du viril. L'un est une addiction, et l'autre, passons. Dans l'un, fourmillent des individus socialement indifférenciés, alors qu'à Sciences Po, c'est sur concours, donc tout le monde est à égalité. L'un favorise l'entre-soi, et l'autre, passons. Dans l'un, on parie sur des courses hippiques avec des animaux maltraités, alors qu'au GISPO, on tente de battre la délègue de Paris avec des étudiants épuisés. Bon. Le monde est donc peut-être un PMU. Son slogan, d'ailleurs, que les meilleurs gagnent, le reflète parfaitement. Je ne crois pas d'ailleurs que ce soit un hasard si je suis tombé dessus. Il y a une part de réussite, bien sûr, mais comme je dis souvent, il y a aussi du talent. Quel orgueil! Quel préjugé! Bon, après, on reste loin des étudiants d'HEC. Oups. Je parle, je gaffe. En donnant mon mauvais point de vue, mais bon, je ne pense pas que ce soit universel. Regardez, prenons Pascal Praud. Ah ouais, non. Les Le Pen, oh, non, pas la peine. Ouda Castera, non, toujours pas. Peut-être qu'au lieu d'écouter la minorité tapageuse, faudrait-il davantage se pencher sur la majorité silencieuse. Le point de vue correspond d'abord au parcours de vie. Et note, pour trop tard, si tu as l'impression que personne ne te comprend, c'est que personne ne t'entend. Citoyens précaires, simples, minorités sexuelles et de genre, sexistes, personnes immigrées, racistes, toutes sont muselées, basiques. On leur préfère largement les individus éloquents.
Mais même entendus, ces individus ne sont pas écoutés. Leur point de vue comme avis politique est oublié. Bolloré, Niel, Arnaud gardent nos médias dans un étau. Et je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Oh, il me manque la fin. Ah oui, je déteste les médias ultra-riches. Enfin, en niant un point de vue, on nie une individualité. Décriés, les propos tenus dans les PMU sont-ils plus déconnectés que ceux de l'IEP ? Trop terre-à-terre, ils s'opposent à ceux utopistes des comme moi gauchistes, mais tous visent le bien-être comme quête. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que la défiance s'arrête. Ce qui compte, ce n'est pas les idées, c'est bien l'être. Ainsi, ce soir, devant vous, si ce n'est d'arrêter de boire, je me promets de ne plus me censurer, ni dénigrer un point de vue étranger, et faire en sorte que chaque être humain puisse s'exprimer. Un seul mantra guidera désormais le lion lors de ces soirées. Mesdames, messieurs, je vous prie, toute votre vie, rugissez. Bon, c'est forcément à moi de poser une question, vu que j'ai été la cible de colibé pendant ce discours. Si le PMU, c'est là où on donne de mauvais points de vue, dans quel lieu est-ce qu'on donne de bons points de vue? Alors, vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais avis. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais qu'avant tout, ce sont des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, et en l'occurrence la parole, à des moments où peut-être je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que, par le hasard des rencontres et des concours, on forge des destinées. Je vous remercie. Ah là là, les PMU, un sujet qui nous concerne toutes et tous. De toute façon, même à Sciences Po, d'ailleurs, je précise, on s'y connaît bien en PMU. Et par PMU, j'entends la brasserie du Midi. Et par Sciences Po, j'entends le personnel administratif. Et oui, on les connaît, les piliers de bar. Coucou, monsieur Souksavan. Alors maintenant, c'est à Lou. D'ailleurs, Lou, on n'a pas oublié que je n'ai pas aimé notre sujet la dernière fois et on est vraiment super vexés. Et pourtant, je t'avais prévenu d'enlever la mention comme quoi on n'était pas inspiré. Conséquence. Ah, tu pratiques la censure, toi, maintenant? C'est-à-dire que j'ai quand même été invité une ou deux fois à des buffets de Sciences Po Lyon avec Madame Surel. Donc j'ai un peu pris goût au pouvoir. Bon, et alors, on lui a donné quel sujet cette fois? Un sujet sur le temps qui passe et qui ne revient pas. Sur les enfants qui grandissent et changent à jamais. Sur ces moments fabuleux qui ne deviennent que des souvenirs à moitié effacés par la bruine. Ok, que du fun. Donc maintenant, on écoute Lou qui va passer sur Le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants. Comme toute science-piste qui se respecte, je commencerai par vous parler de quelque chose que je ne connais pas. À tous les futurs parents présents ce soir, voici donc ce que, pour préparer l'arrivée du bébé, vous devez savoir. À la naissance, 2 réactions sont possibles. Pour certains, l'extase, l'émerveillement, c'est vraiment le plus beau jour de notre vie, autrement appelé le déni. Et pour les autres, dépression postpartum et constat de la fin d'une ère de tranquillité, de spontanéité, de bringues sans compter et de repas décalés, autrement appelé la lucidité. Dans un cas comme dans l'autre, c'est trop tard. Le mal est fait, vous faites alors l'expérience de la fameuse maxime « l'erreur est humaine ». Il ne vous reste plus qu'à attendre que le temps passe, soit assassin et emporte avec lui les rires, les cris, les pleurs et les enfants aussi tant qu'à faire. Vous l'aurez compris, le temps tue et c'est tant mieux. Les bébés, avant qu'on ne s'en aperçoive, sont déjà devenus vieux.
Mais qui pourrait bien souhaiter qu'il en soit autrement? Que les eaux stagnent, qu'il n'y ait jamais de changement, que les histoires n'aient ni fin ni commencement. Pourquoi voir dans le passage au futur une sorte d'irrémédiable rupture? Pourquoi voir le verre à moitié vide s'il peut être plein de vie, de désirs et d'avenir? Car si le temps est assassin, c'est grâce à lui que le présent advient, qu'après la pluie vient le beau temps, qu'après la gueule de bois vient l'apaisement, qu'aux rendez-vous gênants succèdent les rendez-vous galants. Et puis, le temps, avant que de conduire à la mort, nous fait vieillir et avant cela encore nous fait grandir. D'abord on est enfant et puis adolescent. Nos émotions sont en ébullition. Du cœur au corps, on découvre toutes nos pulsions. Puis l'on passe vite à la vingtaine. On découvre que dans notre petit navire, c'est nous, le capitaine. Alors on met le cap, on essaye de garder le nord, parfois on est à l'ouest, et souvent on sort les rames. On ne boit pas que de l'eau, on fait beaucoup la fête, on se prend par la taille sans se prendre la tête. Sans même s'en rendre compte, on a déjà 30 ans. On se sent comme avant, en un peu différent. Certains ont leur premier travail, d'autres leur premier bébé. On ne sait pas trop ce qu'on fait, mais au moins on essaie. Hop, la danse continue et on a 40 ans. Alors oui, il y a la crise, mais il y a aussi l'ivresse. C'est la fin du début et le début du reste. Purée, est-ce que ça passe vite? Déjà la moitié d'un siècle. On a pris quelques rides, mais l'ambiance est torride. 50 ans, c'est grandiose. Au revoir les capotes et merci la ménopause. 60 ans, grands-parents, ça va, c'est marrant, comme c'est que de temps en temps, autour de nos enfants d'être parents. 70, c'est la retraite enfin. On est un peu triste, on a perdu quelques copains. Mais d'autres ont la santé, alors accrochez-vous parce qu'on va s'envoyer. 80, 90, c'est un peu le loto. Mal aux pieds, mal au dos. Souvent prisonnier du corps, l'esprit, lui, bien entier. Rêve de liberté. Finalement, ce n'est pas si différent de quand on avait 20 ans. D'ailleurs, accepter d'avancer ne veut pas dire faire une croix sur le passé. À chacun de choisir ce qu'à l'épreuve du temps, il convient de laisser périr ou bien de retenir. Si le monde des adultes est souvent gris, certains n'ont pas perdu leurs yeux d'enfant, ont gardé ces lunettes bleues, lunettes roses, pour voir la vie autrement. Alors à table un midi, on surprend son père creusant dans sa purée un petit volcan. Alors un soir, on voit briller dans l'œil de sa grand-mère la lueur de la bougie de son 10e anniversaire. Sur la peau flétrie de nos papis, de nos mamies, on voit se dessiner les ruisseaux qu'a creusé le flot de leur joie, de leur peine et de la vie. Avant, nous n'étions pas. Un jour, nous ne serons plus. Alors, au milieu de tout ça, ce qui compte, c'est d'avoir vécu. Merci beaucoup, merci. Je reviens juste sur le sujet. Si le temps est assassin, comment est-ce que nous, on peut tuer le temps? Moi, je crois que la question, c'est surtout est-ce qu'il faut le tuer, le temps, ou est-ce qu'il faut le sentir? Je trouve qu'aujourd'hui, on cherche beaucoup à le tuer, à l'occuper, à le faire passer de plus en plus vite. On est toujours dans une sorte de fuite en avant et on se demande si on arrive à se voir nous-mêmes, à voir les autres et à voir ce qu'il y a dans le temps et à le prendre pour ce qu'il est. Alors, si je peux me faire l'écho du cours de décroissance que je suis en ce moment, et dont certains auront la référence, pensez tous à ralentir. Merci Lou pour ce joli discours qui met à mal la théorie du réarmement démographique. Avant de continuer, j'ai besoin de faire un petit sondage. Qui connaît Emma Peters dans cette salle? Ouais, on est 5, c'est ça, c'est bien ce qu'il me disait. Parce que moi, j'avais l'impression d'avoir découvert une petite perle, genre personne connaissait, j'en parlais autour de moi, ça sonnait aucune nouvelle. Et là, un jour, qu'est-ce que je vois Tipa? En prime time sur France 2, invitée sur les scènes de la Victoire de la musique ou de je sais quelle soirée, grande soirée avec tout le monde, elle chante avec M et Christophe Willem, j'ai rien compris. Waouh, vraiment tes anecdotes incroyables. Heureusement que c'est bientôt la fin. Oui, mais moi, à la base, je suis là pour faire passer le micro et pour passer le relais aux gens qui ont vraiment écrit un discours. Moi, l'impro, ça ne m'avance pas. Ah, donc là, parce que tu veux faire croire aux gens qui sont tous là, qui nous voient avec nos feuilles,
que tout ça, c'est de page 3, l'impro. Non, alors, il faut pas lire page 3, en fait. Ta réplique, elle est là. Oméga. Moi. Ah oui, oups, décidément, tu es fort pour t'écrire des histoires. Oui, bah ça rendait mieux dans ma tête, ça. Donc maintenant, on va écouter Zia sur la citation « Les plus belles histoires sont celles qu'on se fait dans la tête ». Nous sommes en guerre. Du haut de mes 15 ans, face à cette annonce du 16 mars 2020, je me dis d'abord que non, ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Puis, je ne peux croire que tout est sa faute à lui, ce vilain, cet opalin, ce pangolin. Non, vraiment. Mais finalement, raisonné par les discours des médecins, et car je ne suis pas complotiste, contrairement à certains, je m'adapte au couvre-feu et au vaccin. Mais du haut de mes 15 ans, je ne peux cacher ma déception tout de même face à ce confinement, mon visage déconfinement. Du haut de mes 15 ans, c'est un peu un coup de massue que l'on m'assène, bref, pire qu'un retard de la SNCF. Dans la Seine, dans ma peine, je serais prête à me noyer. Qui voudrait nager dans la Seine, c'est insensé. Du haut de mes 15 ans, telle la nomination de Gabriel Fatal, mais cette nouvelle. Du haut de mes 15 ans, pour que cette hygiénique lutte cesse, je prie dieux et déesses, pour moi la paix presse, mais telle pécresse, elle régresse. Cette guerre, elle erre. Oui, vous voyez, je suis science piste, donc comme Éloi, je suis obligée de faire des blagues de gauchistes. Bref, vous l'aurez compris, c'est sans la moindre euphorie comme Pierre que j'appréhende ce conflit sanitaire. Loin d'une telle guerre, dans mon imaginaire, je m'étais imaginé des miracles innés pour cette année. Dans les beaux récits que je me faisais dans mon esprit, en 2021, en 2020, mon brevet, je le réussissais, en route vers le lycée, et après, qui sait, le rêve sacré, l'IEP. J'ai bien tenté Paris, mais comme vous tous ici, je n'ai pas réussi. Tant pis. Enfin, dans mon esprit, pour 2020, avec soin, j'avais peint de beaux dessins. J'avais tant de dessins, dont celui d'avoir enfin des seins. De ces belles histoires qui vous entêtent, telle une esthète, j'en avais plein la tête et les chantais à tue-tête. Pour moi, avoir 15 ans en 2020 rimait avec soirée au mois de juin, on se rejoint pour fumer déjà. Coucou maman. Premier regret du lendemain, premier petit copain, première fois qu'on s'est tenu la main, premier demain qui ramène le coca pour diluer la vodka. Coucou papa. Ainsi, il n'y avait rien de plus beau que les « tu feras, tu verras, tu pourras » que je portais en moi. Il n'y a de plus esquisse magnificence que les histoires que formulait ma conscience seule, puisque la réalité, elles veulent, tel Oudéa Castéra me chantonna qu'il n'y a pas moyen. Dja. En effet, ces belles histoires de poètes que je m'étais faites dans ma tête se confrontaient comme une défaite à cette réalité imparfaite. Mes petites histoires, on me les gâche au profit de celles avec un grand H. L'histoire du monde réel prend le dessus sur les aspirations personnelles, quand bien même elle est beaucoup moins belle. En écrivant nos rêves, on peut de la rationalité s'acquitter en ne gardant que la beauté, mais ce serait mépriser la réalité. Dans ma tête, mes petites histoires sont magnifiques, mais la grande histoire, elle, doit être un pôle éthique et politique. Et cela, je crois, va bien au-delà de moi et mes émois. Oui, je crois qu'aussi loin que l'on puisse s'en souvenir, nous avons rêvé notre avenir. Narrateur de sa propre vie, l'homme l'a rédigé, joli, dans son esprit, comme si de son existence, il était l'architecte, il en a fait des plans sur la comète. Il n'y a de plus belles... Je bégaye. Il n'y a de plus beaux fantasmes que ceux que l'on couche sur le papier de notre âme face à la grande histoire des drames. Néanmoins, il n'y a de surhumain qui, par la pensée seule, peut faire chanter nos lendemains. En effet, nos envies, que peuvent-elles face aux grands écrits? Que peuvent nos aspirations, nos narrations face aux déclarations, aux déclamations, aux révolutions, aux élections, aux constitutions? Comment pourrait-elle vaincre la beauté du rêve quand autour d'elle on crève en attendant la trêve? Comment peut-elle gagner la poésie quand on arrache la fleur au fusil? Que doit le rêveur comprendre face au 11 septembre, face au 13 novembre? Que doit faire l'ancien combattant de la prétendue der des der quand on déclare une deuxième guerre? Que peut le pacifiste face au belligérant égoïste? Que peut l'artiste face au fasciste? Que peut l'idéaliste face à l'extrémiste? Que peut le jeune amant épris d'illusions quand on l'envoie au front? Quand ses rêves, on les lui retire, qu'on fait de lui un martyr et qu'on lui dit « vas-y, tire ». Quand autour de lui,
Tombent les bombes, qu'on succombe à l'hécatombe, que telle une ennemie d'outre-tombe qui nous incombe la mort, arrive en trombe. Que peuvent nos belles histoires de paix quand on en tue la colombe? Alors, du coup, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Que peut l'artiste face aux fascistes? Puisque vous êtes gauchiste. Vous l'avez pas volée celle-là. Eh bien, je pense que face aux fascistes, malgré la censure, l'artiste doit toujours se battre, même si c'est dur. Je pense que même si on veut toujours être l'acteur de sa propre vie, parfois c'est quoi le mot? On nous ramène au rang de spectateur, mais il faut toujours se battre pour pouvoir être le narrateur. Donc, face à la censure, je pense que le plus simple, c'est de ne jamais se taire et de toujours faire. Bravo, bravo. D'ailleurs, avant de reprendre, je tiens à préciser qu'aucune consigne n'a été donnée pour faire une blague sur Pierre Feury dans chaque discours. Par contre, les blagues sur Macron, c'est toujours valorisé. Hein. Oui. On met des petits points. Alors, maintenant, c'est l'heure de rendre heureuses toutes les personnes de plus de 50 ans avec enfin un artiste qu'ils connaissent. Coucou les parents. D'ailleurs, ça m'a étonné que cette citation remporte le vote populaire, puisque je vous rappelle que toutes ces citations ont été choisies par le public la semaine dernière. Encore une fois, la preuve que Sciences Po Lyon est avant tout composée de gauchos au-delà de la Gen Z. Parce que là, c'est vraiment une citation que personne ne connaît. Genre, qui peut me chantonner l'air de cette chanson? Bon, déjà que les précédentes, je savais pas ce que c'était. Ah bah si, quand même. Non, parce que moi, au départ, je voulais qu'on fasse un karaoké entre chaque citation pour que tout le monde se mette en jambes, qu'on comprenne de quoi on allait parler, enfin qu'on s'amuse, quoi. Et puis on m'a dit non, on m'a empêché de réaliser mes rêves, quoi, en fait. Alors, on t'a juste dit que tu étais le seul à vouloir chanter et que de toute façon, on n'avait pas les droits. Non, mais c'est ce que je dis. Des rêves brisés. Heureusement, l'essentiel, c'est que jusqu'au bout, je me suis battu pour les réaliser. Alors c'est bien, c'est toujours de plus en plus subtil nos transitions. Nous allons maintenant écouter Zoé sur ce qui compte dans la vie, c'est pas l'issue, mais c'est le combat. Mon ami LP, un matin, m'a lancé. Zoé, j'ai peur de toi. Car si un jour tu dois te battre à main nue contre un ours, je sais que c'est toi qui gagneras. Depuis près de 2 ans, donc, s'ensuit un débat intense entre tous nos amis pour savoir si oui ou non, j'ai la capacité de mater 2 mètres de haut pour 400 kilos de petit ours brun, et tout cela pour seules armes, mes faux ongles et mes regards hautains. Cher public, cher jury, je vous laisse faire vos pronostics pendant ma démonstration. En cas d'hésitation, rappelez-vous qu'en termes statistiques, je suis plus proche d'un Aspi Dyson que de Mike Tyson et que savoir faire des dissertes « Y a-t-il une crise de la démocratie en France ?» ne me sortira pas d'affaire. À la première lecture, on va pas se mentir, ça fait un peu citation de loser. Un moyen de relativiser, vous voyez, du style « Non, mais si ce soir, le jury ne me donne pas le premier prix, c'est pas grave, hein, l'important c'est de participer. » Ouais. Et pourtant, quand on y réfléchit, ces paroles tombent sous le sens. Des succès, des échecs, on en a tous essuyé. On peut tous retirer de la déception ou de la fierté d'événements passés. Mais que l'on gagne ou que l'on perd, ce qu'on en retient surtout, c'est que l'on a essayé et qu'on n'aura pas de regrets. Le plus important alors, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. À dire vrai, j'étais plus que convaincue par cette norme de notre société. C'était presque devenu une revendication de ma personnalité. La facilité, je la fuyais, je la méprisais, je faisais tout pour la complexifier. La difficulté, je l'embrassais, je la glorifiais, elle devenait mon objectif premier. Après quoi je courais ?
Officiellement, je me battais contre moi, mes propres limites qui m'empêchaient d'atteindre le sommet. Officieusement, c'est la fierté et l'admiration du regard des autres que je convoitais. Comme un amour toxique, je m'accrochais à ce sentiment d'anxiété, de mal-être pour valoriser le peu d'estime que j'avais de moi-même. Parce que plus je souffrais, plus j'espérais prouver aux autres qu'ils devaient m'admirer pour ma force et ma ténacité. Zoé, c'est une machine de guerre, qu'il dirait. Puis un jour, la machine s'est enrayée. Loin de moi l'idée de renier ce que m'ont apporté les épreuves de la vie. Être déterminée, pleine de volonté, savoir endurer sont des qualités. Et je ne serais pas là devant vous ce soir si je ne les avais pas développées. Plus que ça, je remercierais presque de les avoir traversées. Car si les épreuves m'ont certes endurci parfois, elles m'ont aussi adouci souvent. Et justement, pourquoi ne pas plutôt valoriser la tranquillité, la sensibilité, voire la fragilité dans nos parcours de vie? Accepter de déposer les armes, de baisser le bouclier et de nous laisser aller à la facilité, quelquefois, juste pour essayer. Souvenez-vous la première fois où vous vous êtes rendu compte que vous aimiez, que cette personne, que vous connaissiez depuis peu de temps, s'était frayé un chemin, sans un bruit, dans votre vie, et y prenait la place la plus importante. La pureté de ces relations est qu'elles se font dans la facilité, dans la fragilité de l'instant présent. Et plus que l'issue, ou le combat, c'est peut-être tout ce qui compte finalement. Bon alors, qui de moi ou de l'ours gagnerait? Il est temps de vous révéler que peu m'importe votre avis. Vous l'avez compris, ni la finalité, ni le combat n'a d'importance ici. Ce que LP a voulu me dire ce jour-là, c'est qu'il croyait en moi. Pas pour battre l'ours, non. Enfin peut-être. Mais il avait surtout compris, avant moi, ce qui ferait mon succès. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas l'issue, mais ce n'est pas le combat non plus. Je dirais que c'est de faire le premier pas, de se lancer et d'essayer, malgré la peur, et sans se soucier de la finalité ou des difficultés qu'on pourrait rencontrer. C'est pour cela, cher jury, et ce avec tout le respect que je vous dois, que selon moi, j'ai déjà tout gagné ce soir. Pour ce discours, il me fait penser à une citation de Samuel Beckett qui disait essaye, échoue, essaye encore, échoue encore mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça tombe très bien que vous me parliez de Samuel Beckett parce que il faut savoir que je suis tombée sur le texte fin de partie à l'oral de français. Et c'était le texte que je redoutais le plus parce que justement j'avais beaucoup de mal à saisir et j'échouais beaucoup à comprendre ce texte. Et pour la petite anecdote, j'ai eu 20 sur 20 à cet oral, donc comme il le dit, échouer encore et échouer mieux par la suite. Alors maintenant, on fait entrer l'ours pour savoir qui de Zoé ou de l'ours gagne. Bon, alors maintenant, c'est les délibérations. Délibération. Mais tu vois, Axel, comme quoi, c'est pas plus mal que j'ai pas été sélectionnée, hein, parce que comme ça, j'aborde cette soirée avec beaucoup plus de légèreté. Je suis pas stressée de savoir si oui ou non je suis sur le podium. Enfin, vraiment, je respire, quoi. Ça fait du bien, je suis presque contente. Ça s'appelle le déni, Oméga. Le déni. Tu te voiles la face. Bon, oui, peut-être. En tout cas, pour ceux et celles qui stressent, la meute vous a... La meute La meute vous a préparé un petit spectacle. D'ailleurs, c'est marrant, ça. Rugisson, qui invite la meute. Ça fait lion, ça fait troupeau, ça fait... Oui, bah c'est la fin. On te laisse. Non, mais alors du coup, s'il vous plaît, nous souhaiterions que vous ayez tous les yeux rivés sur la meute, parce que c'est la même chorégraphie qu'ils ont fait à Artefact. Donc pour ceux qui n'ont pas voulu payer 114 €,
chose qu'on comprend, eh bien, vous avez ici l'occasion de la voir en exclu. Donc, on ouvre les yeux, les oreilles et on regarde la meute. Donc voilà, vous avez rattrapé pour ceux qui n'étaient ni à Artefact et ni à Solidart d'ailleurs, parce que c'est la chorégraphie qu'ils avaient fait à Solidart et avait alors ébloui tout le monde. Donc maintenant, ce qu'on vous propose, avant de savoir qui va être le ou la meilleure oratrice de Sciences Po Lyon 2024, et il y a également des deuxième et troisième prix, eh bien on vous propose d'aller prendre l'air. Ça vous va ? Eh bien, on se retrouve dans 10 minutes. Alors, ça y est, les résultats sont tombés au bout de 25 minutes, mais ça ne va pas arriver tout de suite. Hein. Bah non, d'abord on parle un peu. C'est donc la fin du prix Jules Favre, l'édition 2024.
Sachez tout d'abord qu'on remercie, et j'aimerais un tonnerre d'applaudissements à nos orateurs et oratrices, sans qui, bien évidemment, il ne pourrait pas avoir de show, vous ne pourrez pas voir tous ces discours passionnants, enrichissants. Donc vraiment, merci à vous. Cette année, en plus, il y a eu un niveau de dingue. Bon, vous verrez, les jurés, de toute façon, vont s'exprimer. Mais là, vous voyez, vous avez vu 4 personnes. Vous avez vu moi, Mia, vous avez vu Axel et Oméga avec leurs petites blagues un peu gênantes. Mais sachez que Rugisson, ce n'est pas que 4 personnes. On est en réalité 6. Et c'est pour ça que ce soir, tout le monde doit être mis à l'honneur. Je vous prie, s'il vous plaît, d'accueillir alors Mathis et Naël de Rugisson. Bonsoir. Est-ce qu'il marche? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est la trésor et la com, les technocrates finalement. Alors on n'a jamais fait de discours, mais on est là. Voilà, on est là comme le dernier obstacle à votre impatience, à votre ardeur de connaître finalement le verdict, le résultat. Et du coup, sans plus attendre, on va faire rentrer nos estimés, nos superbes jurés qui vont vous annoncer ça. Oui, alors le moment tant attendu est enfin arrivé. Nous allons laisser donc nos jurés vous donner les grands gagnants de ce concours après quelques délibérations. Pour commencer, quelles sont vos impressions, quelles ont été vos remarques sur ce concours en général? Merci. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça a été des discours de très grande qualité. On a quand même quelques noms qui ont émergé, où on a pas mal parlementé et discuté pour arriver à un consensus général. Mais en tout cas, de grands orateurs avec probablement un brillant avenir. Oui, alors merci pour cette invitation. J'ai passé un excellent moment à tous les écouter, les 8. Et j'avoue que je me suis dit qu'il fallait que je prépare plus mes plaidoiries, sur la forme en tout cas et sur le fond aussi. Donc merci pour tout ça à tous les 8 parce que je sais que c'est beaucoup de travail et qu'ils ont tous été excellents. Bien, félicitations à toutes et à tous pour ce très beau moment d'éloquence, pour cette très belle soirée. Effectivement, nous avons dû trancher, nous avons dû réfléchir, nous avons discuté. Et ce qu'il faut bien comprendre ce soir, c'est que, et dans tous les concours d'éloquence, lorsqu'il y a un jury collégial, comme le jury de ce soir, c'est une décision qui est par définition collégiale, mais c'est l'expression de plusieurs subjectivités. C'est l'expression de sensibilités qui sont différentes. Certains apprécient un peu plus l'humour, d'autres préfèrent peut-être davantage les références, d'autres encore vont regarder la présence scénique. Et vous connaissez peut-être le triangle d'Aristote, ethos, pathos, logos, le fameux équilibre qu'il faut avoir entre la capacité à plaire, la capacité à émouvoir et la capacité aussi à convaincre, à toucher son public par des arguments et à emporter sa conviction en lui apprenant un petit peu quelque chose. C'est ce que vous avez toutes et tous fait ce soir. Et bien sûr, vous avez raison de participer à ce genre de concours d'éloquence. J'espère que les personnes qui sont dans cette salle, il y a probablement des candidats, il y a probablement des petits frères, des petites sœurs, il y a des parents aussi, je sens le stress. Hein. Les parents sont plus stressés encore que les enfants d'ailleurs, il faut le savoir. Et si vous êtes dans cette salle-ci, vous vous dites que monter sur scène, ça n'est pas pour vous, que vous ne pourriez jamais, absolument jamais faire ce genre de choses, eh bien sachez que vous avez tort. Et que dès maintenant, vous devez à votre tour prendre la parole. Comme on dit à la Fédération francophone de débat, on ne naît pas orateur, on ne naît pas oratrice, on le devient. Et on le devient aussi en participant aux ateliers organisés par la très belle association Rugisson, qu'on peut applaudir très fort ce soir.
Et de nouveau, une belle salle d'applaudissements pour nos candidates et nos candidats qui, toutes et tous, ce soir, ont essayé de nous livrer leur part de vérité. Quand on est jury d'un concours d'éloquence, il y a des choses un peu convenues qu'on dit à la fin, mais c'est pas parce qu'elles sont convenues qu'elles sont pas sincères. Alors quelques éléments sincères. D'abord, merci évidemment à Rugisson pour l'invitation, merci pour toute l'organisation, merci aussi pour les moments d'improvisation, plus ou moins improvisés d'ailleurs parfois, auxquels on a eu le droit entre les sessions, entre les passages. Merci évidemment aux candidats, mais si je sors un peu des sentiers convenus, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, ce n'est pas parfait ce soir, et j'ai envie de dire tant mieux. Bertrand Perrier avait cette phrase, enfin un encore, il est encore vivant, où il dit « Parler, c'est faire le deuil de la perfection ». Et c'est vrai, quand on parle, on bute sur des mots, on trébuche, tout n'est pas parfait. Mais c'est pas grave. Parler, c'est prendre aussi le risque du revers de la médaille. Et parfois, le revers est meilleur que celui de Federer, mais qu'importe, tant que les mots arrivent à fédérer. Et ça a été le cas ce soir, et à la phrase de Bertrand Perrier, j'aime beaucoup répondre par une autre, qui est une phrase d'un philosophe qui s'appelle Hölderlin, qui dit « Là où croit le péril, croit aussi ce qui nous sauve ». Et bien la parole, ce soir, a été une espèce de bouée de sauvetage que vous nous avez lancée, donc merci pour tout ça. Ok, merci à tous, merci pour l'invitation. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Alors voilà, moi je suis journaliste de télévision, donc mon métier c'est de faire les choses de façon synthétique et concise. Alors on va y aller. Sachez que nos délibérations ont été, elles ont duré un temps assez raisonnable, j'ai l'impression. Elles ont été disputées, mais courtoises, sachez-le. Et donc sans plus attendre, je vais donc vous donner le palmarès de ce soir. Donc le 3e prix est attribué à Zia. Pardon ? Le 2e prix ce soir est attribué à Laurine. Enfin, pour terminer ce palmarès, le 1er prix est attribué à Éloi. Bon, ça marche. Il n'y a qu'un micro qui marche. Il y a celui-là qui marche. Merci. Alors félicitations, évidemment, Zia, Laurine, Éloi, bravo. Bravo également à toutes et tous les orateurs qui nous ont émerveillés ce soir. C'est le moment des remerciements, hein. C'est pas tout à fait fini malheureusement. Il faut attendre encore un petit peu pour aller manger / dormir chez vous. Alors évidemment, tout d'abord, merci à l'École normale supérieure de Lyon pour ce magnifique théâtre dans lequel nous sommes ce soir. Vous avez pu le voir. Merci à tout le personnel qui nous ont facilité ça. Vous pouvez les applaudir. Oui, un grand merci à eux, et d'ailleurs on va remercier les hommes de l'ombre. Merci, un grand merci à la régie, Adrien de la régie. Et bien sûr, merci à Monsieur Suxa Havan, comme d'habitude, pour son travail formidable. Merci beaucoup. Merci également aux autres assos qui ont participé à la tenue de cette soirée. Je pense notamment à La Meute qui vous a fait un superbe spectacle. Ainsi qu'à Déclic, l'association de photos qui était là un petit peu dans les parages, dans l'ombre.
Merci également aux jurés, bien sûr, pour votre présence, pour votre expertise. Merci pour vos éclaircissements. J'ai une petite requête parce que je déteste voir des candidats qui restent assis dans l'ombre. Donc je propose que tous les candidats viennent. Ne vous inquiétez pas. Ok, je suis pressé, c'est pour ça. Bon, bah, tu peux remercier les orateurs aussi, du coup. Et donc effectivement, comme vous l'avez dit, grand merci aux orateurs, ils sont invités à nous rejoindre. Merci pour vos performances ce soir. Et encore quelques petites dernières phrases. Merci évidemment à Sciences Po Lyon, qui nous a beaucoup aidé à travers l'organisation de ce prix, évidemment, mais sur toute l'année et sur toute la vie de l'association également. Merci particulièrement au service vie étudiante, à Madame Andoni, Madame Pio, Madame Hello, qui n'est plus avec nous malheureusement, mais qui nous a aidés en ce début d'année. Et évidemment, merci à Madame Surel, qui est dans le public ici, la directrice que vous avez vue plus tôt, que j'invite également à nous rejoindre. Merci beaucoup. C'est grâce à leur subvention qu'on fait ça. Okay. Et évidemment, un dernier remerciement. Tout le monde est sur scène, mais un grand merci à mes camarades de l'équipe de Rugisson, parce que c'est spécifiquement grâce à eux qu'on peut faire ça. Et donc tout le bureau de Rugisson mérite un tonnerre d'applaudissements. Et maintenant, le moment qu'on attend tous, la photo collective.